Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir 7 prévisions pour le futur de la crypto-monnaie, donc plutôt à court terme, on parle de cette année 2023 et l'année prochaine 2024. C'est des prévisions qui ont été faites par l'équipe de recherche d'UOB, donc UOB Research, à partir d'un rapport qu'on a déjà traité sur la chaîne mais qu'on va continuer d'explorer dans cette vidéo. Donc ça nous permettra de parler brièvement de là où on est dans le bear market, les prévisions concernant les rolls-up, donc plus particulièrement les ZK, les Zero Knowledge, mais aussi les régulations, l'adoption. Donc des thèmes importants qui ne constituent pas des conseils d'investissement, mais c'est plutôt intéressant de voir pourquoi ils pensent que tel ou tel paramètre va arriver. Et on pourra faire éventuellement un débriefing dans une année pour voir si ça s'est réalisé ou non. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc avant de commencer, bien garder en tête que ce rapport a été publié en novembre 2022. Donc il y a peut-être des infos qui ont évolué, donc on verra et éventuellement on pourra faire des commentaires par rapport à ça avec les nouvelles données qu'on a. Donc la première prévision, ça serait que le plus bas a été atteint, non, le bottom du cycle, mais que le bear market continue pour l'instant. Les raisons qui les poussent à penser qu'on aurait atteint le plus bas, ça serait la perte ou le quasi-disparition des effets de levier de la part d'un côté des plateformes centralisées. Il y en a beaucoup, non seulement elles ont de leverage, mais elles sont aussi fermées, et aussi les protocoles de défi qui ont vu une grosse baisse des effets de levier, et qui a peu d'espace pour plus de baisse, à moins qu'on remarque ou soit exposé plus de risques systémiques et une fluctuation qui répondra à la régulation. Donc là, clairement, novembre 2022, on n'avait pas encore toutes les conséquences de l'affaire FTX. Là, on est en train de voir aussi une certaine forme d'attaque sur les stablecoins, donc des régulations qui arrivent, notamment de la part de la SEC. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, clairement, là, il n'y avait pas toutes ces infos qu'on a maintenant, donc à voir comment ça évolue. Au niveau des prix, on nous dit que le Bitcoin pourrait avoir un bottom à 15 000 $ et l'Ether à 1000. Donc, pour le coup, ils sont vraiment pas loin de ce qui s'est passé. Et même l'année dernière, ça a été atteint. Pour l'Ether, on est même passé en dessous et le Bitcoin, on est presque arrivé à ce prix-là. Et par contre, ils estiment qu'il y aurait une consolidation au premier trimestre du coup 2023, après lequel il y aurait un rebond du marché. Les raisons de ce rebond pourraient venir du côté macro, avec une hausse consécutive des taux d'intérêt, 75 base points de la part de la Fed, et aussi avec un CPI, donc le Consumer Price Index, qui serait le calcul de l'inflation pour les prix à la consommation aux États-Unis, qui devrait baisser aux alentours de mars 2023. Là, les derniers chiffres qui sont arrivés, donc très récemment, c'est que le CPI il a augmenté, donc il n'est pas du tout par rapport aux prévisions. Donc à voir ce que ça donne au niveau macro. Les données ont peut-être un peu changé par rapport à ce qui était espéré en novembre 2022. Et au niveau du marché crypto, donc ils avaient quand même conscience de l'accident, enfin de l'événement autour de FTX, avec l'impact sur le prix du Bitcoin, mais en résumé, ils pensent que le sentiment optimiste était déjà bien entamé par le bear market qui venait avant, et que ça serait en gros la dernière balle, la dernière très mauvaise nouvelle pour le marché crypto, et que durant les fluctuations qui vont suivre cet événement, on atteindrait le bottom, et après on repartirait sur quelque chose de plus sain, donc un cycle haussier. Donc on a vu que les infos ont un peu changé par rapport à ce qui était dit, notamment au niveau de la hausse des taux d'intérêt et le taux d'inflation aux États-Unis. Pas forcément prendre au pied de la lettre les perspectives plutôt optimistes, hein. On peut avoir encore un coup dur au niveau régulation, notamment au niveau macroéconomique aussi. Donc on n'est pas à l'abri d'un bear market qui dure encore même, je dirais, toute l'année 2023. Donc, prudence par rapport aux prédictions qui sont peut-être un peu trop optimistes des fois. La deuxième prévision, ça serait que les acteurs majeurs du Web 2 actuel, donc les GAFAM par exemple, vont se précipiter, rentrer en masse sur la SocialFi, donc coupler leurs réseaux sociaux avec une partie finance, donc échange de NFT, plateforme, pourquoi pas des stablecoins, donc permettre toute une nouvelle économie, notamment au travers du Web3. Il commence en décrivant Elon Musk, Tesla, Twitter, donc les possibilités, si Twitter rentrait dans le côté SocialFi avec le Web3 notamment, ce que ça pourrait apporter à l'industrie, en citant que Tesla investit dans Bitcoin, Elon Musk a supporté publiquement Dogecoin. Moi, tout ça, c'est un peu des choses que j'apprécie pas forcément. Pour ma part, je serais très prudent avec ce que fait Elon Musk, Twitter et tous ces acteurs en général du Web 2, parce qu'ils sont clairement pas
notre meilleure santé financière à cœur, hein, très clairement. On en parle souvent sur la chaîne d'ailleurs. Donc faire attention à ce qui se fait dans ce monde-là, même si je pense, et à continuation c'est ce qu'ils disent, que Twitter, Reddit, Instagram, tous les réseaux sociaux, on pourrait même citer le Facebook, hein, qui s'est renommé Meta, qui essaie de lancer son métaverse avec un succès qui n'a pas été au rendez-vous, mais on voit bien dans tous les cas cette tendance que les acteurs traditionnels du Web 2 essaient de passer vers le Web 3 parce qu'ils voient l'opportunité. Effectivement, comme ce qui est dit dans le rapport, le Web 2 est déjà très surchargé, il y a beaucoup de compétition, c'est très dur de gagner de nouveaux marchés, de nouveaux business models. Il y a encore une fois beaucoup de compétition. Et par contre, le Web 3, c'est quelque chose qui est encore très nouveau, où il n'y a pas beaucoup d'acteurs et tout le monde essaie un peu de se jauger, voir qui c'est qui va faire le premier pas, celui qui va investir. Il y en a qui, comme Facebook, Meta maintenant, sautent le pas parce qu'ils voient bien que leur futur, ça va passer par là. Et même s'ils sont pas prêts au niveau technologique, aux finitions à lancer le produit, et c'est quand même le pari qu'ils ont fait parce qu'ils voient d'un côté, à mon avis, qu'il ne faut pas attendre. Et pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ce qui est dit dans le rapport où on nous dit que c'est les top plateformes du Web 2, donc les Facebook, Instagram, Twitter, ont le besoin de construire leur propre univers, leur propre métaverse dès que possible, ou le plus tôt possible, en tous les cas avant les plus gros concurrents, pour augmenter les barrières à l'entrée. Donc du coup, on verra certainement beaucoup de moves dans ce sens-là dans le futur et même très proche. Par contre, là encore, attention à l'aspect collecte des données, vie privée. On sait très bien les pratiques qu'ont ces entreprises, donc faire très attention à ce qu'ils nous proposeront, même si je ne dis pas qu'il n'y aura pas des opportunités d'investissement et de gains financiers là-dedans, mais toujours garder ça en tête au moment de regarder le projet. Les prédictions suivantes, donc les points 3 et 4, on va les voir ensemble. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait 7 prévisions et non 8 comme présenté dans le rapport, parce que tout simplement c'est assez technique et c'est juste que je veux potentiellement vous reteniez l'idée de ce qui pourrait se passer. Et si ça vous intéresse, plus de vidéos sur les roll-up, donc les solutions de Layer 2, de seconde couche dans l'EVM, donc Ethereum Virtual Machine, donc toutes les chaînes compatibles avec la blockchain Ethereum. Dites-le moi en commentaire, on verra. Juste pour toucher du doigt cette partie, savoir qu'il y a deux types de roll-up différents, donc les Optimistic Roll-up et les ZK Roll-up, donc Zero Knowledge. Jusqu'à présent, les Optimistic Roll-up comme Optimism, ces solutions-là, c'était les plus utilisées, à 80% avec les Zero Knowledge, les ZK, vraiment à la marge. Notamment du fait que les ZK sont beaucoup plus durs à programmer, à implémenter, des problèmes de compatibilité et des problèmes techniques assez compliqués à résoudre. Et c'est justement la prévision qui est faite qu'on va avoir des gros progrès qui vont être faits dans ce sens-là sur les deux types de rolls-up, mais notamment sur les ZK, qui vont permettre une plus grosse adoption et une utilisation beaucoup plus large. Et ça sera une solution importante pour Ethereum et l'EVM en général, en amenant plus d'efficacité, plus de throughput, et de la performance et une baisse des fees. Donc les prévisions 5 et 6, là encore on va les voir assez rapidement parce qu'elles sont assez techniques, mais juste les infos importantes. Donc pour la 5, ça serait que les réseaux multi-chain vont faciliter l'explosion des dApp chains. Donc c'est un peu barbare la terminologie, mais dApp c'est application décentralisée. Et donc ça serait que la multiplication des Layer 1 par exemple et des réseaux multi-chain, les bridges, tout ce qui permet une meilleure compatibilité, notamment dans l'écosystème EVM. Donc on cite les applications Layer 1, Polygon, Avalanche, BNB Chain, qui pourraient être la base de ces dApp chains, donc qui serait pour le coup tout simplement une chaîne propre d'un dApp qui se lance par exemple sur un Layer 1, mais qui souhaite migrer pour business model, pour augmenter aussi la capacité du réseau à avoir leur propre blockchain en parallèle du Layer 1. Alors ça peut être des solutions de Layer 2, ça peut être du sidechain, ça peut être plein de choses. Là on nous donne l'exemple de Axie Infinity qui a fait sa transition vers un Layer 2. Et grosso modo, ce que ça permettrait de faire, c'est de désengorger le VM en général et notamment Ether. Imaginez par exemple que vous avez un dApp, encore une fois Axis, quand ça s'est lancé, quand il y avait beaucoup de transactions sur les NFT, ça vient engorger le réseau, les transactions. Donc le fait d'avoir de dApp chain, que différents projets et de plus en plus migrent vers des chaînes à part qui leur sont propres, ça permettra de désengorger le VM en général, augmenter aussi les capacités cross-chain, la sécurité, bon ça c'est encore un autre point, on pourra en parler, et dans tous les cas ça pourrait être une amélioration de l'EVM et des propositions de valeur aussi de ces dApp chain et des entreprises qui les gèrent. Et donc du coup ça sera un point à suivre. Sixième prédiction, très rapidement, on nous dit que le segment du storage en ligne est sur le point de se lancer réellement
on nous dit qu'il y a eu des progrès qui ont été faits continuellement, même si c'est pas un point d'attention très particulier. Et c'est vrai qu'on en parle quasiment jamais du stockage décentralisé, des opportunités qu'il y a pour des projets dans ce sens-là, mais que ça sera un pilier central, et c'est compréhensible, du Web3 avec des applications et des plateformes décentralisées qui nécessiteront stocker leurs données, et donc du coup il faudra bien quelqu'un qui réponde à ces besoins-là. Et il note notamment Filecoin qui a proposé un nouveau programme, donc c'est un projet de stockage de données décentralisées avec de plus en plus de clients, et notamment OpenSea, Rarible, donc les marketplaces de NFT, mais aussi d'autres projets plutôt dans l'environnement Web3 qui nécessitent de plus en plus de stockage. Et donc c'est un segment qui va croître, notamment avec le développement du Web3. Ensuite, septième prédiction, et celle-là fait vraiment pas plaisir, même si malheureusement je pense que ça, effectivement ils n'ont pas tout à fait tort, ça serait la continuité dans l'apparition de régulations qui vont chercher à restreindre et à contrôler les activités en ligne, donc directement sur la blockchain, et non plus les entreprises qui gèrent ces projets-là, mais directement implémenter des mesures de contrôle sur la blockchain. L'année dernière, effectivement, l'affaire sur Tornado Cash, donc où le développeur principal avait été arrêté, et le service avait été stoppé lui aussi. Ukidao, je ne sais pas trop ce que c'est, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on voit apparaître des cas légaux impliquant les membres des DAO. Donc le fait d'avoir participé dans certaines votations, ça peut avoir des conséquences légales. On peut aussi citer, on ne s'est pas mis là, mais les nœuds Ethereum qui sont OFAC compliant, donc aussi avec qui sont compliant, qui respectent certaines régulations des États-Unis pour le coup. Et là, on nous cite donc du coup des régulations de DeFi qui pourraient venir en Europe, et pourquoi pas aussi du KYC et des lois anti blanchiment d'argent, avec une approche beaucoup plus précautionnaire dès qu'il y a une activité illégale. Donc dans tous les cas, un plus gros contrôle des activités on-chain directement, et donc ça c'est assez préoccupant pour le développement de l'écosystème. Et tout ça, ça rentrerait au final dans un cadre beaucoup plus large de la perte de vie privée, de toujours plus cette volonté de contrôle de la part des institutions des transactions, et aussi qui va, à mon avis, en parallèle de l'agenda sur les CBDC, sur implémenter leur crypto-monnaie d'État avec beaucoup plus de contrôle. Voilà, ça ne sera pas du tout dans l'optique idéologique initiale des crypto-monnaies, mais donc du coup ça va, d'un côté ils bougent vers les CBDC, ils n'en parlent pas du tout dans le rapport, mais c'est moi qui pars un peu sur le côté sur ce point-là. D'un côté, si tu veux implémenter ton produit sur le marché, il faut sortir ce qui existe déjà. Et donc tout ce qui est privacy coin, tout ce qui respecte la vie privée, tout ce qui permet d'avoir des activités qui sont difficiles à contrôler, ça va à l'encontre du projet. Et donc il va falloir aussi essayer d'abattre tout ça. Donc à mon avis, ça rentre dans quelque chose d'un peu plus global qui va dans ce sens-là, des sujets qu'on parle aussi souvent sur la chaîne. Et ensuite, dernière prédiction faite par Huobi, ça serait l'adoption par plus de pays dans le monde des crypto-monnaies comme moyen de paiement ou fiat. Donc là, on a vu l'exemple du Salvador qui a adopté BTC. Donc ils espèrent qu'il y ait plus de pays dans le monde qui adoptent BTC comme une monnaie fiat ou comme un moyen de paiement dans tous les cas. En citant notamment des pays qui sont peut-être moins développés que les États-Unis ou l'Europe par exemple, et qui ont leur monnaie nationale basée et influencée par notamment encore une fois le dollar US, et qui du coup sont très dépendants de ce qui se passe dans ces économies-là, et donc du coup avec leur monnaie nationale très impactée par les politiques monétaires des États-Unis, il pourrait y avoir un intérêt important à pourquoi pas légaliser le BTC, même si le bear market a été assez violent. Donc à voir comment ça évolue du côté du BTC. Après, quand ils disent cryptocurrency, bon, il y a de plus en plus de pays qui vont adopter les cryptos comme moyen de paiement. Les CBDC, à voir si ça fait partie de la crypto ou non, mais dans tous les cas ça va se développer. Donc on retourne un peu au point précédent avec ces deux choses en parallèle. On arrive à la fin de cette vidéo qui est plus longue que ce que j'avais prévu. Donc on va pas s'attarder trop sur la conclusion. Vous aurez compris, il y a des points positifs, notamment sur l'aspect de là où on en est dans le cycle. Donc on aurait passé le plus bas et on irait vers une reprise d'un cycle haussier, même s'il y a des éléments très récents qui pourraient faire qu'on continue encore un petit peu le bear market, hein, faut pas se le cacher. Des évolutions techniques, là aussi, très intéressantes, notamment au niveau des solutions de seconde touche, les rolls-up, les ZK, donc au niveau privacité. Et de l'autre côté,
au niveau privacité, mais dans les mauvaises nouvelles, pour le coup, on est sur plus de régulation on-chain et une apparition des CBDC, mais c'est pas dit dans le rapport, mais c'est des points qui ont été évoqués. Donc il y a des prédictions positives, il y a des prédictions négatives. Pas, encore une fois, baser ces décisions d'investissement juste là-dessus et prendre ça au pied de la lettre. C'est des prédictions, ils ont des hypothèses, des fondamentaux qu'ils considèrent importants pour les soutenir. C'est pas dit que ça se réalise, c'est pas dit que ça se passe, donc restez vigilants. Et au final, ça peut être intéressant quand on aura un peu plus de données, d'éventuellement revenir dessus pour augmenter l'esprit critique, augmenter, quand on voit des prévisions, des informations, comment c'est utilisé, voir ce qui s'est passé par le passé, pour tout simplement augmenter notre compréhension de l'écosystème et des événements en général. C'est ce qu'on essaie de faire dans ce format, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un feedback en commentaire, constructif de préférence. Et je vous laisse aussi dans la description de la vidéo le lien vers mon guide pour les débutants dans la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Et pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.